Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau numéro de Ma Terre. Je suis particulièrement heureuse de vous retrouver ce soir pour partager avec vous de jolies choses. Cristal, marbre, tissus précieux, gourmandises. Bruxelles qui s'étend derrière moi est la riche vitrine de produits qui font notre réputation. Des produits qui témoignent de savoir-faire unique. Ce soir, je vous en révèle tous les secrets. Si Bruxelles est la vitrine, la Wallonie est le creuset de ces savoir-faire qui ont fait notre renommée. Ce soir, nous irons dans le Namurois. Nous y descendrons à 66 mètres sous terre pour découvrir le marbre noir, un matériau incomparable que nous enviait déjà la puissante dynastie des Médicis pour réaliser les mosaïques florentines. Nous vous ferons également découvrir au sud de Beaurain la cristallerie de Vonêche qui donnera naissance quelques années plus tard à Baccarat et au Val-Saint-Lambert. Plus de 600 ans après l'âge d'or de la tapisserie tournaisienne, nous nous rendrons dans la ville aux 5 clochers où le cliquetis des fuseaux résonne encore. Après un détour par Verviers où quelques entreprises excellent toujours dans le domaine du textile, nous dégusterons ensemble une bière bien de chez nous. Et dans cette émission sur nos savoir-faire d'exception, nous voici dans un lieu d'exception, un palais inaccessible au public, le Palais d'Egmont. Une demeure fondée dès le XVIe siècle. Voltaire, Rousseau, mais encore Louis XV ou bien Pierre le Grand, d'illustres personnalités ont été accueillis ici et d'autres le sont encore aujourd'hui puisque ce palais abrite les rencontres de la diplomatie belge. La pièce maîtresse est sans conteste ce monumental escalier, l'escalier des ambassadeurs. Une copie du grand escalier de Versailles, aujourd'hui disparu, et tout comme à Versailles, la diversité de nos marbres wallons est ici magnifiquement mise en valeur. Nos marbres, vous le savez, sont réputés dans le monde entier, l'un d'entre eux tout particulièrement, le marbre noir. Je vous invite sous terre pour une visite inhabituelle. Nous sommes à Golzine, en région namuroise. Nous entamons une descente vertigineuse dans le noir total. C'est ici, à 66 mètres sous terre, que l'on extrait le marbre noir belge. Ce site exceptionnel constitue la dernière exploitation souterraine de marbre du continent européen. Une exploitation rendue compliquée par la très forte déclivité du banc marbrier. Le marbre noir est un matériau qui s'est déposé il y a très longtemps dans un environnement tropical sous forme d'une boue calcaire très fine. C'est son grain d'une extrême finesse qui fait sa particularité et le fait qu'il soit coloré par du pigment de carbone qui lui donne un poli d'un noir tout à fait extraordinaire et d'une grande profondeur et d'un grand velouté. Le gisement actuellement exploité comporte 5 bancs marbriers exploités de haut en bas qui sont caractérisés par une très grande régularité en termes de disposition, par une très grande constance de caractère, très grande constance d'épaisseur aussi, les plus épais ne dépassant guère que le demi-mètre, et par la quasi-absence de fossiles qui puissent troubler la perception et donc un grain d'une pureté tout à fait absolue. Extraire ce matériau de grand luxe des entrailles de la terre exige à la fois force et délicatesse. On doit découvrir les bancs marbriers. On doit donc retirer le premier 1,30 m de roche qui est considéré comme stérile sur ce gisement. Parce qu'une fois que le dessus du banc de marbre est nettoyé, on va faire intervenir ce qu'on appelle une tronçonneuse à chaîne. C'est la première machine qui, avec une courroie qui entraîne des dents diamantées, va tronçonner littéralement le banc marbrier. Et ensuite, progressivement, on va décoller les bancs de marbre. On doit tirer des dimensions les plus grandes possibles du bloc de marbre. Et donc, on analyse bien avant la moindre découpe
on va le regarder très très précisément, voir où passent les imperfections, les cassures, de façon à pouvoir débiter les parallélépipèdes les plus grands qui vont ensuite être retravaillés à l'extérieur. Le marbre de Mazie est probablement sur le marché aujourd'hui l'un des marbres les plus précieux qui existent au niveau mondial. Notre produit est ancré dans un patrimoine architectural, historique et artistique qui est tout à fait unique. Et c'est ça qu'il défend aujourd'hui face à la mondialisation et aux simples problèmes liés au prix des matériaux. À Namur, l'église Saint-Loup fondée en 1645 est une véritable perle du patrimoine baroque. Elle est aussi un exemple majeur de l'utilisation des marbres wallons dans l'architecture religieuse. On peut y admirer un jeu étonnamment subtil de lumière, d'ombre et de couleurs. Il y a en fait ici un usage tout à fait intéressant de 3 matériaux principaux, dont 2 marbriers, le contraste habituel chez nous de rouge et de noir, et une note claire qui est apportée en fait par le tuffeau de Maastricht qui compose les voûtes. Les églises présentent en général, tant dans le dessin, dans l'ornement que dans le choix des matériaux, une progression depuis l'entrée vers le sanctuaire. Et ça se marque dans l'emploi des matériaux, notamment du sol. Le dessin du sol est un dessin qui va aller en se compliquant et qui va aller en s'enrichissant. D'abord gris et noir, ensuite blanc et gris, et enfin blanc et rouge. Le blanc étant évidemment du Carrare ou du matériau italien comparable. L'église a été étudiée à plusieurs reprises par les historiens et les archivistes namurois. Malheureusement, il y a très peu de données sur les fournitures en tant que telles. Et donc, on a vu des hypothèses parfois un peu fantaisistes. En ce qui concerne le rouge, l'origine la plus probable est Rochefort, qui était à l'époque en bonne activité. Donc, c'est la carrière qui appartient de nos jours à l'abbaye de Saint-Rémy. Il y a aussi un tout petit peu de rouge de Rance, probablement, qui était l'autre centre principal à cette époque-là de production des matériaux colorés. Quant au noir, on a raconté qu'il venait de Golzine ou Mazie, mais il y a d'autres sources plus proches, et en fait un certain nombre d'arguments, notamment de fossiles, montrent qu'on a affaire manifestement à un noir de Namur. La base de colonne ici montre un très bel assemblage de fossiles, qui sont en général de couleur blanche, qui tranchent fort sur le fond noir du matériau. Et on a une gamme très variée. On a des coquilles, de grandes coquilles qui sont en fait des coquilles de ce qu'on appelle des céphalopodes, comme des calmars. Et par ailleurs, il y a plein de coraux. Et donc l'assemblage des 2 types de coraux et des coquilles est notamment très diagnostique de ce qu'on appelle les calcaires de Meuse, qui sont ces calcaires du Carbonifère, aux alentours de 340 millions d'années à peu près. Cette église, c'est la plus belle carte de visite qui soit avant Versailles, puisqu'on est quand même ici une quarantaine d'années avant les grands travaux versaillais, de l'utilisation à grande échelle, bien sûr dans le cadre d'une architecture religieuse et pas civile, de ces matériaux régionaux. L'utilisation massive des matériaux de nos régions dans les grands chantiers français à la fin du XVIIe est évidemment dans la foulée d'un grand mouvement qui a commencé fort tôt, probablement dès le milieu du XVIe siècle, qui a comporté beaucoup de réalisations non seulement en France mais aussi vers le nord. Et on oublie souvent qu'il y a eu un grand flux de matériaux vers la Baltique et qu'on a utilisé des marbres noirs et des marbres rouges de chez nous très largement dans le nord, au Danemark, mais aussi en Pologne et dans les États baltes.
a récemment bénéficié d'une importante restauration qui a aussi mis en valeur ces magnifiques confessionnaux très richement décorés. Bien qu'étant d'époques parfois différentes, ils s'intègrent parfaitement dans l'environnement baroque. Situé à 2 pas de l'église Saint-Loup, le musée de Groesbeek-de-Croix est un ancien hôtel de maître datant du XVIIIe siècle. Il est aujourd'hui un musée des arts décoratifs qui conserve l'atmosphère d'une demeure aristocratique du siècle des Lumières. Nous avons face à nous un portrait tout à fait exceptionnel de la famille Pélissonnier, qui était au début du XVIIIe siècle la propriétaire des carrières de Golzine-Mazy que nous avons visitées et où on extrait toujours le marbre noir de nos jours. Le sol du grand vestibule a été livré par la famille Boreux, marbrier à Dinan, et ils ont livré en fait une grande composition géométrique qui est constituée de 4 principales variétés: un noir pur, un gris à peine rosé qui est très veiné, un gris plus uni et un rouge un peu varié, qui composent en fait une structure en cube en perspective, donc des systèmes de losanges imbriqués qui donnent une impression de géométrie. La plupart de ces matériaux sont sans doute de la région. Bon, les Boreux étant marbriers à Dinan, faut-il supposer que le noir est de Dinan. Les rouges sont probablement de la région de Philippeville. Les gris peut-être de la région de Floreffe. Donc tout ça est très régional et très namurois au sens large du terme. Au bas de l'escalier, cette étonnante horloge en marbre noir, une utilisation peu courante qui en fait une pièce unique. Berceau de la Renaissance italienne, Florence, véritable cité des arts, conserve les attraits de son riche passé. Parmi les nombreuses formes d'art encouragées au XVIe siècle par la puissante dynastie des Médicis, les créations en pietre dure figurent au premier plan. Ces œuvres prestigieuses peuvent être admirées dans les plus beaux musées à travers le monde. Mais seul l'Opificio della Pietredure de Florence est exclusivement consacré à cet art typiquement florentin, dans lequel notre marbre noir belge occupe une place de tout premier choix. L'Opificio della Pietredure perpétue encore aujourd'hui un savoir-faire d'une précision infinie. L'idée était la suivante. À travers le marbre, il voulait produire un effet naturaliste. Les artisans toscans étaient spécialisés dans les fleurs, les fruits, les oiseaux, et cela demandait une grande variété de marbres, parce qu'ils avaient cette idée que le marbre devait égaler la nature. Il était nécessaire d'avoir des marbres de toutes sortes, en termes de nuances, de couleurs, pour représenter la diversité de la nature. Le secret de fabrication de ces mosaïques florentines réside dans l'extraordinaire habileté de ces artisans et leur incroyable minutie. Chaque nuance de couleur est un fragment de marbre prélevé dans un bloc. Ces différents fragments sont ensuite assemblés pour former de véritables tableaux. La découpe des différents morceaux de marbre s'effectue toujours aujourd'hui avec une scie composée d'une simple branche de châtaignier et d'un fil d'acier. Pour se procurer du marbre, les Médicis avaient des prospecteurs spécialisés. Certaines pierres sont originaires de la Toscane voisine, de l'Arno, de Volterra.
D'autre part, beaucoup de pierres venaient de très loin, comme le célèbre marbre rouge de Goa en Inde, et puis évidemment le marbre noir de Belgique. Par contraste avec les matières extrêmement colorées et diversifiées, il fallait une matière qui soit très neutre, très uniforme, très constante, donc un noir pur et absolu, et en plus plutôt facile à travailler. On a ici rassemblé plus de 500 échantillons de textures, de couleurs, de natures extrêmement différentes, avec les couleurs les plus extraordinaires. Et notre noir fait figure un peu de reposant au milieu de toutes ces débauches de couleurs et de textures. Situé en Condro, le château de Modave évoque parfaitement l'architecture française du XVIIe siècle. Ancienne propriété des comtes de Marchins, il est somptueusement décoré de remarquables plafonds, de tapisseries bruxelloises, de mobilier d'époque et de monumentales cheminées en marbre noir. L'ensemble des cheminées noires de Modave est tout à fait remarquable par son ampleur, par son modèle aussi. On a en fait un grand modèle avec de grandes volutes superposées. La grande face du linteau est une face en fait très étroite. C'est étonnant parce que, on peut se demander comment cette immense masse de marbre noir tient en place. Donc, elle ne repose que sur une étroite tranche sur la tête des consoles et elle doit être, faut-il espérer, profondément ancrée vers l'intérieur par des éléments métalliques qui la tiennent. Et on a ici un sol qui date probablement des grands travaux de réfection du milieu du XIXe siècle, vers 1840-1850, où on a restitué, où on a créé des décors de ce genre. Et on a affaire en fait ici à un motif qui est un motif d'esprit beaucoup plus néoclassique que l'environnement baroque qui nous encadre, et qui est un motif de palmettes imbriquées les uns dans les autres, en marbre blanc, probablement de Carrare, et en marbre noir, probablement aussi de Namur ou de Golzine. On a dans les réserves du château conservé un certain nombre d'éléments, dont ces éléments de rechange, qui sont sans doute là pour le cas où on en briserait certains. Très intéressant parce qu'il nous montre d'une part une finition qui n'est pas très brillante en termes de surface. Il nous montre que l'élément est scié, donc on a quelque chose qui a été scié de façon relativement mince, et il nous montre surtout que tout ce décor est entièrement taillé à la pointe et au ciseau. Et que, malgré cela, elles parviennent à s'ajuster très étroitement, puisqu'on a en fait, moins évidemment que dans les mosaïques florentines, mais on a un ajustement quasiment parfait des joints. Et donc il est probable que l'ensemble ait été repoli par la suite pour donner une touche finale uniforme. Malheureusement, les archives de Modave, qui sont pourtant fort riches, comportent peu de données sur l'origine des matériaux, notamment des matériaux marbriers. Et donc, dans ce cas-ci, c'est seulement une approche géologique qui permet de cerner les carrières d'origine. Et donc, il faut prélever un morceau. Heureusement, dans ce genre de très grands ensembles, il y a toujours des revers qui permettent d'accéder à des endroits cachés où on peut prendre discrètement de petites écailles et voir ce qu'il en est. Ces échantillons permettront de déterminer l'origine des matériaux en laboratoire. Des études couramment réalisées dans le service de pétrologie sédimentaire de l'Université de Liège. On va coller la surface qui est coupée sur une lame de verre mince. La lame de verre avec l'échantillon va être usée jusqu'à une épaisseur très réduite. Et donc, en général, on travaille aux alentours de 30-40 microns. Un micron, c'est la millième partie d'un millimètre. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement ténu. Et on aura à ce moment-là quelque chose qui est translucide, qu'on peut regarder au binoculaire ou au microscope pour voir plein de choses. On peut voir des microfaunes, des microflores, donc des fossiles végétaux ou animaux, qui vont permettre de dresser une carte d'identité complète du matériau et donc de voir quel est son âge stratigraphique en termes d'ancienneté géologique et de voir, avec un peu de chance, quelle est son origine géographique. Ici, c'est une lame mince qui vient du marbre noir de Golzine,
On voit une légère lamination qui indique le dépôt, très lent, très calme. Et ce qui est démonstratif, c'est la présence de terriers. Donc la présence de terriers et des quelques organismes qu'on voit ici est un indicateur de lagon. C'est l'époque où Golzine était un beau lagon bleu tropical sous le soleil. D'une richesse incomparable, le sous-sol wallon recèle encore des réserves de ce matériau d'exception pour plusieurs dizaines d'années. De quoi satisfaire les architectes et les artistes amoureux de la beauté intemporelle du marbre noir. À Bruxelles, où je me trouve, en plein cœur de la capitale européenne, un quartier draine tous les amateurs de belles choses, c'est le quartier du Sablon. Antiquaires, marchands d'art et d'objets précieux, artisans s'y côtoient dans un joyeux mélange. Dans une de ces petites rues se cache une boutique un peu spéciale où je vous emmène. Venez avec moi. S'il est un matériau synonyme de raffinement, c'est bien le cristal. Les plus grandes cours, les plus grands palais en sont amateurs et quelques centres de production sont restés très célèbres. On connaît le cristal de Baccarat, le cristal de Bohême, le cristal du Val-Saint-Lambert, bien entendu. Mais je voudrais vous faire découvrir aujourd'hui une autre cristallerie, la cristallerie de Vonêche. Elle tient son nom d'un petit village de chez nous. C'est une cristallerie qui a disparu aujourd'hui, mais dont le nom teinte encore divinement aux oreilles des collectionneurs. Rien ne laisse supposer, en se promenant dans les rues de Vonêche, que ce petit village fut le berceau de la cristallerie européenne. C'est ici, au sud de Beaurain, à proximité de la frontière française, qu'il y a 200 ans, s'est développée la plus grande cristallerie du continent européen. Une cristallerie qui allait donner naissance quelques années plus tard à Baccarat et au Val-Saint-Lambert. Aujourd'hui, il ne reste quasi plus aucune trace de cette histoire glorieuse. Seul subsiste le château de Vonêche. Et il y avait ici effectivement des bâtiments industriels très importants. Il y avait une industrie du bois, il y avait des gens qui travaillaient de partout pour construire ces fours, pour les alimenter en bois. Ça devait être fantastique. Cette cristallerie était quand même connue dans toute l'Europe. Et c'était quelque chose d'ultra moderne, donc c'était une activité de pointe. C'est Aimé Gabriel d'Artigues, un chimiste français à l'esprit curieux qui fonda les cristalleries de Vonêche en 1802. Rapidement, il fit de sa manufacture une entreprise florissante, dont la notoriété dépassa largement les frontières de l'Empire. Préoccupé par les aspects techniques, il met au point un procédé lui permettant de produire du cristal d'excellente qualité jusqu'à 50% moins cher que ses concurrents. La cristallerie emploie alors plus de 700 personnes. Si Aimé Gabriel d'Artigues n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu Baccarat, il n'y aurait pas eu le cristal du Val-Saint-Lambert. Ça, c'est sûr. Le château a été construit par Aimé Gabriel d'Artigues il y a donc maintenant plus de 2 siècles. Si vous regardez le toit, la toiture elle a vraiment une forme tout à fait particulière qui rappelle d'ailleurs la façon dont le cristal est gravé, est taillé. De cette époque glorieuse, on ne peut pas dire qu'il reste grand-chose, mais il reste quand même des bâtiments de ferme, il y a de très belles maisons dans le village, mais c'est sûr que ce n'est, on peut dire, quasi rien de ce que ça a été, oui, ça c'est certain. Dans le village de Vonêche, on a beaucoup de chance. Il y a encore des descendants de travailleurs de la cristallerie. Entre autres, M. Guy Pontière, qui a une collection tout à fait sensationnelle. C'est un des descendants de Hubert Pontière. Et Guy, donc son arrière-petit-fils, a conservé les dessins qu'il faisait avant de tailler le cristal. Il le dessinait, mais vraiment avec un soin tout à fait remarquable. Ça vaut vraiment la peine d'aller chez Guy pour aller voir ça.
Je suis le descendant de Hubert Pontière, qui est le dernier tailleur sur cristal de la génération de Pontière. Si on examine un peu le carnet ici, le recueil, ce sont toutes des tailles différentes qu'il mettait en mémoire. Si vous examinez un peu ces croquis, on peut retrouver exactement ce qui est là. D'ailleurs, dans les vitrines, vous verrez, il y a des cristaux, c'est exactement la reproduction de la carafe ou du verre. Voilà. C'est vraiment un coup de chance qu'il soit resté intact et qu'il soit resté dans la famille parce que, bon, d'habitude, les papiers, on les brûle et ici, bon, il est resté intact. J'ai toujours eu l'impression que quelqu'un au-dessus me guidait, je partais et je revenais avec un cristal de mon grand-père, oui. C'était un verre, c'était un bouchon. On ne trouve pas directement tout l'ensemble, il faut y aller pièce par pièce, reconstituer des services ou des objets. Alors quand on trouve une pièce comme ça, parce qu'on les connaissait, on les connaît par le carnet, pouf, directement. Mais alors il ne faut pas montrer aux marchands, à l'antiquaire que vous êtes amateur. Il faut rester quand même, essayer de se maîtriser, et à ce moment-là on peut marchander. Et puis bon. Mais en général ils savent quand même ce que c'est. Au fil des ans, Guy Pontière a ainsi constitué une collection unique de cristaux de Vonêche qui fait sa fierté. J'ai des personnes qui arrivent comme ça de l'étranger, qui viennent visiter Vonêche. Ils ont entendu parler d'une cristallerie à Vonêche. Ils demandent dans le village, bon, où était la cristallerie. Ben, on leur dit, il n'y a plus rien de la cristallerie. Il reste le château, mais c'est privé. Mais si vous voulez des renseignements, vous vous adressez chez M. Guy Pontière. Et alors là, bon, je me fais un plaisir de les recevoir et de leur montrer ma collection. En 1815, à la fin de l'Empire, le rattachement de la région aux Pays-Bas fait perdre à Aimé Gabriel d'Artigues l'accès au marché français. À la demande de Louis XVIII, il crée alors une cristallerie à Baccarat. Quelques années plus tard, une dispute oppose Aimé Gabriel d'Artigues à deux de ses collaborateurs, François Quemelin et Auguste Lelièvre. Ces derniers quittent Vonêche en compagnie d'ouvriers pour fonder à Seraing la cristallerie du Val-Saint-Lambert. L'aventure de Vonêche s'arrête définitivement en 1830. Elle aura toutefois donné naissance à deux autres cristalleries devenues mondialement célèbres, Baccarat et le Val-Saint-Lambert. Le cristal est une matière tout à fait étonnante et magique à la fois. C'est assez surprenant et assez envoûtant. On a affaire ici à du cristal, donc c'est-à-dire du verre au plomb dans lequel on a ajouté un oxyde de plomb qui lui donne des particularités tout à fait caractéristiques et particulières. Donc c'est-à-dire qu'il va faire notamment son poids. Ensuite, l'oxyde de plomb va permettre de le travailler finalement parce que la matière va être plus tendre. Ensuite, bien entendu, tout le monde le sait, lorsqu'on fait tâter un verre en cristal, eh bien, on a aussi une sonorité. On se rend compte d'un processus long et important. Toutes ces mains qui ont finalement saisi ces différents objets à différentes étapes pour obtenir un résultat qui allie l'éclat, la couleur et la brillance.
Le Val-Saint-Lambert, à la fin du 19e siècle, plutôt vers même 1870, c'était vraiment une des splendeurs au niveau national, mais aussi au niveau mondial. Le Val-Saint-Lambert était le premier producteur mondial au niveau du cristal et du verre, et on diffusait à travers le monde entier. À cette époque-là, il y avait aux alentours de 5000 personnes qui étaient occupées sur les différents sites du Val-Saint-Lambert. Ce document est vraiment une archive extraordinaire. C'est le registre de transmission entre le service commercial et le service des créations qui a été tenu par Louis-Léon Ledru. La manière dont il gère le registre ici permet vraiment de voir au jour le jour les différentes commandes qu'on lui passe. Léon Ledru est une personnalité assez intéressante parce qu'il gravitait également au sein des milieux artistiques de son époque. Il était vraiment bien au courant des nouveautés et des mouvements artistiques avant-gardistes. À son arrivée, il a plutôt réalisé des pièces à tendance éclectique, plutôt Napoléon III. Ensuite, dès 1897, il a créé des pièces Art Nouveau tout à fait originales et incroyables. Encore à l'heure actuelle, elles sont d'une modernité assez impressionnante. Et puis, en 1925, on retrouve Louis-Léon Ledru au Salon des Arts décoratifs et industriels modernes de Paris, où là, il est de nouveau passé à un style différent, le style art déco. Et donc on peut dire, lorsqu'on voit vraiment le parcours et cette personnalité, qu'il a été une figure marquante pour l'histoire du Val-Saint-Lambert. Le Val-Saint-Lambert est aujourd'hui encore le fleuron vivant de notre savoir-faire dans l'art du cristal. Au fond du creuset rougeoie la matière en fusion. Lorsque le souffleur du bout de sa canne lui donne vie, c'est toujours un moment de grâce et de magie. C'est des techniques qui sont vraiment ancestrales. On a la chance de travailler un petit peu hors du temps. Le visiteur, quand il vient aussi sur le site, il se rend compte qu'il pénètre dans un univers qui est vraiment préservé. Il est d'ailleurs bien souvent dépaysé quand il sort d'ici. Et c'est ça qui fait aussi la beauté et le charme de cette manufacture, parce que c'est réellement ça, ce sont des hommes qui travaillent au service d'une matière, et il n'y a pratiquement aucune valeur ajoutée à la pièce qui soit autre que faite par la main de l'homme. Donc c'est très très rare de nos jours. Donc là, en fait, il y a un verrier qui prend au bout de sa canne préchauffée un lingot de cristal chaud qui se trouve encore à environ 900 000 degrés. Il marbre le lingot pour bien le faire adhérer à sa canne. Et on voit que la matière a vraiment la couleur du feu parce qu'elle est vraiment très très chaude. Il la réchauffe quand même néanmoins pour pouvoir lui donner l'aspect mielleux de la matière. On peut vraiment comparer ça à du miel parce que c'est en même temps collant et un peu gluant. On voit bien ici la presse qui s'enfonce dans cette matière souple pour lui donner la forme. Et ici, en l'occurrence, on travaille sur la forme du pied du vase Jupiter. Il y a tout un travail de chaleur. Et ce qui est beau avec le cristal, c'est de pouvoir se rendre compte du temps de travail qu'on a à disposition quand on a donné cette chaleur à la matière. On a un temps imparti pour réaliser ce qu'on a à faire. Et toute la dextérité du verrier vient vraiment du fait d'exploiter ce temps-là au maximum et au mieux. Chaque pièce possède en quelque sorte sa propre chorégraphie. Chacun exécute son travail sous l'autorité de l'îlot, le maître verrier, qui donne le tempo.
si on procède au collage du pied sur l'apparaison, il est vraiment très important d'avoir des températures adéquates. On voit une différence de coloration entre le pied et l'apparaison. L'apparaison est ce qu'on peut appeler gelée. Et gelée, ça veut dire qu'elle a une température adéquate pour ne pas se déformer, tandis que le pied, lui, vient s'enfoncer véritablement dans l'apparaison.